Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal du 22 juin. Je propose de nommer comme secrétaire de séance, comme on le fait maintenant depuis ce nouveau mandat, Monsieur Cyril Moradi. Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Thomson Valérie. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Manard Sylviane. Tétigny Aldo. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gondy Elisabeth. Delbove Nicole. Asselin Isabelle. Benguenou Amar. Bi Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Torres Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gog Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril. Présent. Frémery Éric. Absent, donne pouvoir à Monsieur Ferring. Walran Edith. Ferring Nicolas. Malo Peggy. Il y a une communication qui est obligatoire à passer sur les indemnités annuelles totales des élus. Ces indemnités correspondent au mandat des élus exercés au sein de la collectivité, de l'EPCI ou des divers syndicats. Conformément à l'article L2123-24-1-1 du CGCT, qui prévoit que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Il faut préciser que comme certains organismes n'ont pas encore délibéré, ont tout juste délibéré, nous n'avons pas encore récupéré tous les éléments à communiquer. De ce fait, nous nous sommes basés sur les montants de 2019. Enveloppe du maire, 82 685,52. Enveloppe des adjoints, 124 369,55. Enveloppe des conseillers délégués, 49 166,59. Enveloppe totale annuelle, 256 221,66. Délibération, il n'y a pas de délibération par rapport au dernier conseil qui date d'il y a 15 jours. Je vous propose donc d'attaquer les délibérations. Première délibération, c'est l'élection d'un représentant de la commune au sein d'établissements de l'APU du Valenciennois. 2 représentants sont à proposer. Je vous propose de faire des votes à main levée si vous êtes d'accord. Sur la totalité des délibérations, notamment sur la CDSP ou CCSPL, où il y a eu un accord entre en amont des élections pour favoriser et éviter donc un vote à bulletin secret. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problématique sur les votes à main levée.
Donc sur cette première délibération, les deux représentants qui sont proposés sont donc Madame Thompson Valérie et Monsieur Benguenou Amar. Y a-t-il des interventions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est pour un représentant au conseil d'administration du centre hospitalier de Valenciennes. Nous vous proposons Madame Elisabeth Gondy. Pas d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération concerne la modification de la grille des effectifs. Et donc là, je laisse la parole à Madame Bernard. Arrivée de Madame Thompson. Alors, donc modification de la grille des effectifs. Donc, 3 agents ont réussi brillamment des concours. Donc, on nous propose donc de créer les postes correspondant à ces réussites. Ensuite, un poste pour la police municipale sera créé également. Donc, comme on ne connaît pas encore le profil exact de l'agent à recruter, on nous propose donc de créer 2 postes correspondants. Ensuite, pour le conservatoire, il s'agit de recruter un professeur de trompette pour remplacer celui qui existe et qui est parti, ayant été recruté à plein temps dans un autre conservatoire. Et enfin, la stagiairisation d'une employée qui faisait fonction d'ATSEM et donc qui remplissait vraiment pleinement son rôle. Et donc, on propose de stagiairiser. Elle est titulaire du CAP Petite Enfance et donc elle le méritait amplement. Donc pour cela, on aura la création d'un poste de rédacteur à temps complet, un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet, un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet, un poste de brigadier chef principal de police municipale à temps complet, un poste d'assistant d'enseignement d'art artistique principal de 1re classe à temps non complet, 7 heures hebdomadaires, un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Et donc la suppression d'un poste d'adjoint administratif, d'un poste d'adjoint du patrimoine et d'un poste d'adjoint administratif principal de 1re classe. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Fering? Merci, Monsieur le maire. Juste une petite précision. Madame Bernard, vous venez de dire qu'il y avait 2 postes qui seraient créés au niveau de la police municipale, enfin 2 postes ouverts, parce qu'on ne connaissait pas encore le profil. Et je vois dans la délibération, c'est un poste de brigadier chef principal. Oui, c'est un poste, mais c'est pour l'intitulé. En fait, on ne sait pas si ce sera gardien brigadier ou brigadier chef. Donc voilà. Mais il n'y a qu'un poste de créé. Oui, mais si vous ouvrez un poste de brigadier chef, ça sera un brigadier chef. L'autre existe déjà. D'accord, il est déjà créé. Voilà. C'est un remplacement d'une personne qui est partie en retraite. D'accord. Comme cette personne-là avait un grade de brigadier, on n'a pas supprimé ce poste, donc on maintient les 2 postes possibles, brigadier ou brigadier chef principal. D'accord, merci. Donc on a bien les 2 postes, mais en création, il n'y en a qu'un. Et au prochain conseil, on régularise. Au prochain ou celui d'après, parce que le recrutement n'est pas si facile que ça, en fait. Difficile actuellement de recruter des policiers municipaux. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 4e délibération, un peu plus longue, puisqu'elle concerne les actions déposées au titre du contrat de ville 2020, donc politique de la ville. Monsieur Célidonio. Donc, action déposée au titre du contrat de ville 2020, donc en conformité avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine. En date du 21 février 2014, le contrat de ville 2015-2020 du territoire de Valenciennes, signé le 22 juin 2015, s'articule autour de 6 orientations comme suit. Orientation 1. Assurer les effets d'entraînement sociaux et territoriaux du développement économique. Orientation 2. Promouvoir la santé et faciliter l'accès aux soins. Orientation 3. Accompagner le renouvellement urbain, l'aménagement urbain, l'appropriation des changements par les habitants et favoriser le vivre ensemble. Orientation 4, favoriser la réussite éducative et l'engagement citoyen. Orientation 5, prévenir la délinquance et accompagner les victimes.
Orientation 6, lutter contre les nouvelles formes de grande exclusion. Donc, dans le cadre de la programmation du contrat de ville, 12 projets ont été déposés à Anzin par 5 porteurs différents. 8 dossiers sont portés en interne par les services de la ville, un dossier par le CAPEP, un dossier par Interface, un dossier par l'épicerie solidaire et un dossier par le Conseil citoyen. Pour chaque action, les publics visés sont en majorité et en priorité les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Donc ci-dessous, le tableau de programmation. Donc les premières actions sont celles qui sont portées par les associations. Donc orientation numéro 2, nom de l'action Vie plus saine, vie plus sereine, donc portée par l'épicerie solidaire. Donc il a été constaté quotidiennement par l'épicerie solidaire que les familles anzinoises des quartiers prioritaires avaient des habitudes alimentaires qui sont propices à des maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète. Donc ces habitudes ont également un impact environnemental néfaste, dans la mesure où les produits qui sont consommés sont souvent suremballés. Donc le public visé méconnaît ainsi la qualité et les vertus nutritionnelles des produits locaux et biologiques, qui ne savent pas toujours cuisiner. L'action a le double objectif de sensibiliser les Anzinois donc, à une alimentation saine et favoriser un changement des comportements dans les pratiques de consommation. Pour ce faire, des actions de sensibilisation seront mises en œuvre à travers l'organisation d'ateliers cuisine, de jardinage et de marches collectives. Notamment, un accord a été signé avec Biocop. Deuxième action, donc orientation 3. Donc le nom de l'action est Anzin Startup. Donc c'est porté par le Conseil citoyen qui va gérer l'enveloppe. Donc Anzin Startup est un dispositif destiné à soutenir les projets des habitants, qu'ils soient constitués ou non en association. Et ces projets doivent répondre à 3 critères. Donc ils doivent présenter un intérêt collectif, faire participer et mobiliser les Anzinois, et s'inscrire dans l'une des thématiques qui a été définie, telles que l'insertion numérique, l'innovation sociale, la transition énergétique, l'écologie, etc. Donc les sommes allouées ne peuvent servir qu'aux dépenses de fonctionnement. Troisième action, orientation numéro 3. Donc l'action s'intitule Médiation sociale et énergie. Donc elle est portée par Interface. Donc Interface est une association nationale. Donc on a constaté que la pauvreté augmentait en même temps que l'augmentation constante du non-recours aux droits. Donc c'est-à-dire que les gens n'utilisent pas leurs droits en matière de démarche. Et donc il y avait aussi un problème de précarité énergétique. L'association Interface donc souhaite organiser des temps de rencontre et de médiation individuelle et collectif pour accompagner les habitants de la commune d'Anzin dans leur démarche quotidienne. Et donc ça porte sur les thématiques du logement, du budget ou encore de la santé. Et Interface propose également un accompagnement budgétaire des ménages afin de les prémunir des situations de surendettement. L'association interviendra également au domicile des ménages dont les logements ont été réhabilités dans le cadre du NPNRU, pour les encourager à s'approprier les nouveaux équipements par l'apprentissage de gestes adaptés qui permettent la réduction de la consommation d'énergie. Donc, durant 1 an, Interface va accompagner 15 familles de locataires, donc des locataires de Maisons et Cités et 46 familles de locataires de SIA Habitat, donc qui résident au Mont-de-la-Veine. Action suivante. Donc, toujours sur l'orientation 3, le nom de l'action est Agir, donc elle est portée par le CAPEP. Par contre, je tiens à signaler que Mme Nicole Delboeuf ne participera pas au vote, étant administratrice de CAPEP. Donc, cette action s'adresse aux habitants de la commune d'Anzin, donc âgés de 18 à 64 ans. Donc, ce sont des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires, quartiers isolés et éloignés de l'emploi. L'objectif est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, donc à travers des ateliers thématiques. Donc sur des problématiques qui freinent l'accès à l'emploi. Donc par exemple l'accès au numérique, problème d'image de soi, et donc ça sera basé sur l'expression autour de la culture et de la santé. On en arrive aux actions portées par la ville d'Anzin. Donc une action qui s'appelle Apithérapie, donc une action qui est orientée DRE. Donc Apithérapie, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de réussite éducative, donc qui va offrir aux enfants qui ont été identifiés comme ayant des difficultés
et donc ils seront orientés par les médiatrices scolaires, par exemple. Donc c'est des enfants qui sont issus de maternelle et primaire. L'action va se dérouler au mois de juillet, donc il y a 32 enfants concernés. Donc il y aura 2 groupes de 8 enfants de 3 à 5 ans, et ensuite 2 groupes de 8 enfants de 6 à 10 ans. Donc cette action se déroule en 2 fois 2 semaines, et on renouvellera également de septembre à mi-décembre l'action. Action suivante, des mots pour le dire. Donc c'est une action qui s'adresse à des collégiens qui ont été détectés donc, par les médiatrices scolaires, infirmières. Donc c'est des adolescents qui sont en souffrance émotionnelle, en souffrance psychologique et familiale, et donc qui peuvent développer des troubles du comportement, donc de l'agitation, de la violence, de l'isolement. Et donc c'est ce qui va favoriser des problèmes de construction de scolarité, donc qui seront parfois compliqués. Donc l'action consistera donc en des séances d'accompagnement d'écoute, donc que ce soit individuel ou collectif, pour les collégiens, donc qui s'inscrivent dans le type de difficulté que j'ai décrit juste avant. Donc là, c'est pour qu'ils puissent comprendre l'importance de l'expression des émotions et mieux vivre leur adolescence. Donc ça se passe sur le temps du midi au collège, et ça sera adapté cet été. Action suivante, coup de pouce, CLEM. Donc le CLA, c'est essentiellement porté sur le langage, le CLEM, c'est sur les maths. Donc là, ça s'inscrit toujours dans l'orientation réussite éducative. Donc c'est une action qui s'adresse à des enfants de grande section maternelle, donc des enfants qui ont des difficultés de langage, et à des élèves de CE1 qui ont des difficultés en maths, donc écriture et lecture, et qui ont été repérés en classe. Donc là, on va demander aux parents de s'investir. Donc il y aura des temps qui seront consacrés plusieurs soirs par semaine. Les enfants vont retrouver les animateurs au club Coup de pouce, dans l'enceinte de l'école. Ça se passe sur le temps du goûter. Et donc là, comme j'ai dit, donc ça suscite l'engagement des parents, donc aux côtés des enfants, pour favoriser la réussite éducative. En 2019, pour information, 35 élèves ont pu bénéficier de cette action. Et c'est une action qui démarre après le premier mois de scolarisation. Action suivante. Donc accro, donc orientation numéro 2. Donc c'est basé sur la thématique dépendance, addiction, déviance. Donc c'est ce qui a été retenu en 2020. Le projet vise à proposer aux habitants concernés, en fonction de leur âge et des problématiques identifiées, des actions de sensibilisation, des actions thérapeutiques. Donc pour les enfants, par exemple, ça peut être des problèmes avec l'alimentation, des problèmes d'écran, des problèmes sur les jeux vidéo, donc l'addiction. Pour les adolescents, donc ce sera des problèmes d'alimentation, consommation de drogue, d'alcool, tabac, jeux vidéo, jeux d'argent, sexe. Pour les adultes, donc c'est surtout l'alimentation, la drogue également, alcool, tabac, jeux vidéo, jeux d'argent, sexe et surmédication. Et pour les seniors, donc c'est les problèmes qui concernent l'alimentation, l'alcool, le tabac et la surmédication. Donc ça se déroule en fait sous forme de journées bien-être. Donc ce sont des journées donc, avec 3 jours d'atelier. Action suivante, le temps du cartable. Donc le temps du cartable, en fait, c'est l'organisation de temps d'accompagnement à la scolarité. Ça porte sur la relation parent-enfant, et donc ça permet de contribuer à la réussite scolaire et à l'insertion des enfants et des jeunes. Ça favorise également l'égalité des chances, et donc ça aide les enfants et les parents à acquérir des méthodes de travail qui permettent aux enfants d'être accompagnés efficacement dans leur scolarité. Donc ça a lieu également sur le moment du goûter. En 2018-2019, 90 enfants et familles en ont bénéficié. Action suivante, TCAP pour l'emploi, orientation numéro 1. Donc l'action porte l'objectif d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, donc des jeunes de la ville d'Anzin, dans le cadre d'un parcours global, donc pour favoriser l'accès à l'emploi. Donc on travaille sur leur implication dans l'amélioration du cadre de vie, donc du quartier, cela sous la forme de diverses actions. Donc ça peut être des chantiers éducatifs, de l'accompagnement spécialisé et de la découverte du milieu professionnel. Donc en 2019, on a eu 28 dossiers déposés et 4 projets ont été retenus. Et 67 personnes, excusez-moi,
L'action suivante, lien de vie, lieu de vie, orientation numéro 3. Donc cette action vise à renforcer l'offre des structures de proximité donc, à l'espace André Parent, LCR de la Verrerie et Claudie de Noyette. Donc elle va consister en un ensemble d'activités, un ensemble d'animations dans les quartiers, mais aussi des sorties pour les familles. Les activités peuvent prendre la forme de karaoké, ciné-goûter, crêpe party par exemple. Donc elle vise à répondre aux besoins des habitants donc des quartiers prioritaires, pour les placer au centre comme bénéficiaires mais aussi comme acteurs. Action suivante, donc le budget participatif, orientation numéro 1. Donc le budget participatif FTU est un dispositif qui est destiné à financer des projets, donc des projets d'aménagement imaginés, réfléchis par les habitants. Donc ceci afin d'améliorer leur cadre de vie. Donc ça a été créé en 2018. L'action vise à renforcer la participation des habitants à travers 2 niveaux de mobilisation. Donc d'une part, ils sont encouragés à proposer des solutions, donc des solutions en capacité de répondre à un besoin collectif, et d'autre part, ils votent pour les projets qu'ils souhaitent voir réalisés chez eux. J'en ai terminé. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions d'un montant global de 67 663 € auprès de l'État, 104 521 € au total avec les actions portées par les associations et de 35 500 € auprès de la région Hauts-de-France. Signer tous les documents nécessaires à la réalisation des actions et de permettre la mise en œuvre de celles-ci. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. Merci pour cette présentation détaillée de toutes les actions qui sont menées sur notre territoire. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Donc je rappelle que Mme Delbove ne participe pas au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 5e délibération. Politique emploi formation, c'est le renouvellement de l'aide au permis de conduire. L'annexe, vous l'avez tous sur table. C'est vrai que dans le déroulé, l'annexe n'avait pas été donnée, donc vous avez l'annexe. En vue de cette délibération, Monsieur Célidonio. Donc, le conseil municipal du 19 décembre 2016 a décidé d'accorder une aide financière complémentaire à d'autres dispositifs afin de financer le permis de conduire des véhicules donc catégorie B et contribuer à l'allègement des problèmes du pouvoir d'achat du public ciblé. Donc on est parti du constat que l'absence du permis de conduire constituait un inconvénient supplémentaire en matière de recherche d'emploi et de formation professionnelle. Donc la ville souhaite favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi, donc en créant cette aide. Donc ça sera en lien avec l'antenne mission locale d'Anzin. Donc la ville d'Anzin se veut facilitatrice de l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans, avec peu d'expérience professionnelle et des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et des locataires du RSA. Donc on est parti également du constat que sur une cohorte de 10 personnes, seules 2 personnes avaient obtenu le code de la route. Donc pour ce faire, des pistes d'amélioration ont été apportées. Donc comme suit, donc lors de l'inscription à l'auto-école, le bénéficiaire versera un acompte de 10% du montant qui restera à charge, donc 79,90 €, pardon. Pour les 90% restants, il y aura un plan d'étalonnement de paiement mensuel qui sera proposé par l'auto-école pour chaque bénéficiaire. Alors bien sûr, il y a un investissement personnel de l'élève qui semble nécessaire pour mener à bien cette action. Alors de même, les montants de l'aide versée le seront en 3 fois par la ville, ils ont été modifiés. Donc le premier montant sera de 200 €, donc il sera versé sur présentation par l'auto-école d'une attestation d'inscription et d'un suivi de l'apprentissage, et cela au plus tard 1 mois après l'attribution de l'aide. Le second montant de 300 € sera attribué sur présentation du justificatif de succès à l'examen du code de la route, au plus tard 5 mois après l'attribution de l'aide. Donc à défaut, la ville peut mettre fin à l'aide, et le solde de l'aide attribué sur présentation par l'auto-école d'un justificatif de passage à l'examen de conduite en vue de l'obtention du permis de conduire. La convention avec l'auto-école Valgare étant achevée depuis fin 2020, il y a lieu de la renouveler. Donc en détaillant, cette aide sera accordée pour 20 bénéficiaires, donc à hauteur de 800 € maxi par personne, soit un total de 16 000 € par an sur le budget de la collectivité.
Dans le détail, il y aura 2 présentations au permis, 25 heures de conduite et 5 heures de conduite complémentaire si l'examen n'a pas été obtenu du premier coup. Et donc il y a 2 présentations au code également. Et donc ça couvre également les documents administratifs. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe entre la ville, l'antenne mission locale d'Anzin et l'auto-école fixant les modalités d'octroi de l'aide au permis de conduire. Et donc le crédit est inscrit au BP 2020. Et pour information, donc, la société d'auto-école qui a été retenue est CER Valgard, donc qui se situe au 1 place de Tournai à Valenciennes. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc c'est une action qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération. On change de délégation. On passe à de l'habitat. Donc c'est le programme de réhabilitation des façades. Convention financière. NPNRU, OPA-RU, Blossborn, Faubourg de Lille. Donc on avait déjà évoqué ce dossier de NPNRU puisqu'il y a eu une signature en septembre 2019. Et cette fois-ci, c'est la convention financière qui vous est donc proposée. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Comme vous le rappeliez à l'instant, après avoir terminé l'important chantier de l'ANRU sur Carpeaux, nous avions à cœur de pouvoir engager les travaux de la même façon sur le quartier de la Blossborn. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Valenciennes Métropole pour mettre en place et participer à ce nouveau plan de rénovation urbaine, le NPNRU. Donc je vous rappelle que ce NPNRU a été délibéré ici en 2019 et que les négociations ont commencé en 2015 et en 2016 avant une approbation à Paris de ce dossier. Donc dans cette délibération, je suppose qu'on va pouvoir vous remontrer le plan global. Non, il n'y a pas de plan global. Donc vous avez le détail des façades qui sont retenues. Il y a 74 façades, donc, dont 26 en secteur prioritaire. Donc cette convention financière est à parité entre Valenciennes Métropole et la ville d'Anzin pour un montant de 150 000 €. Donc on va verser cette année 30 000 €. Donc à ce titre, je vous demande donc de valider la convention financière du programme de réhabilitation des façades et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions? Donc le périmètre, il est précis dans la délibération. On a une toute petite portion sur l'avenue Anatole-France, un peu de la boulevard Dampierre, essentiellement la rue Jean Jaurès, un numéro de mémoire rue Docteur Vallée, rue Paul Bert. Donc c'est vraiment l'axe qu'il y a entre la Croix d'Anzin en gros et puis l'entrée de Bruet sur Escaut qui est concernée par cette opération de façade. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération, c'est une vente d'un terrain par l'EPF à monsieur Julien Marie, parcelle cadastrée AM 352 rue des Canadiens. Monsieur Berrier. Donc sur ce secteur, nous avions engagé tout au début de notre mandat une opération de résorption d'habitat insalubre sur la cour Laurent. Et puis quelques mois plus tard, l'entreprise Chantalier déclarait de ne plus exercer son activité dans la rue Pierrefontaine. Donc comme ces 2 terrains étaient contigus, nous avons demandé à l'établissement public foncier de se charger des acquisitions sur ces secteurs. Donc dans le projet de faire un aménagement sous forme d'une rue courée pour l'ensemble du patrimoine immobilier qui était dans ce secteur. Donc au cours de ces acquisitions, nous avons acheté une parcelle de terrain qui aboutissait rue de Roubaix. Après une étude de capacité et un projet sommaire d'aménagement, on a conclu que la parcelle qui qui était contiguë à la rue de Roubaix n'avait pas forcément d'utilité pour l'ensemble de la réalisation de ce projet. Ayant un accès important, un tout petit peu plus bas, l'ancien accès Chantalier. Donc l'acquéreur voisin de cette parcelle s'est manifesté auprès de nous et de l'EPF et il a souhaité se porter acquéreur de cette parcelle. Donc n'ayant aucune utilité pour le projet, nous avons donc satisfait à sa demande. C'est pour ça que je vous propose ce soir
d'autoriser l'EPF à vendre la parcelle AM 352 à M. Marie Julien au prix de 22 483,82 € TTC et d'autoriser M. le maire à signer éventuellement tout document en relation avec cette négociation. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de discussion particulière. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 8e délibération. On change aussi de délégation. Fourrière automobile. Donc pour la commune d'Anzin, attribution concerne donc les marchés publics. Monsieur Coyer. Merci. Donc, je rappelle que la ville d'Anzin a confié à la SARL Garage Dremont la concession d'exploitation du service public local de la Fourrière sur la commune pour une durée d'1 an et donc il est échu au 31 décembre 2019. Par délibération du 23 septembre 2019, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux et du comité technique, le conseil municipal a approuvé le principe d'une concession de service public par voie d'affermage pour la gestion de la fourrière automobile pour la commune d'Anzin pour une durée de 4 années et le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Par délibération donc, du conseil municipal en date du 9 décembre 2019, la ville d'Anzin a déclaré la première consultation effectuée sans suite et décidé de procéder à une seconde consultation. Afin d'assurer la mission de service public de fourrière automobile, une convention provisoire a été contractualisée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de concession de service public. Il y a eu un avis d'appel à candidature dans le BOAM et donc un seul candidat a remis une offre, à savoir la SARL Dremont. Vous avez donc le rapport en annexe. Donc il y a un cahier des charges, il y a une équipe dédiée, l'affectation des véhicules, donc l'intervention diversifiée, un délai d'intervention de 20 minutes. Il y a une dizaine d'emplacements pour les véhicules de la ville d'Anzin sur le parc de la Fourrière, un site sécurisé, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et point quand même important pour les gens qui pourraient être par leur véhicule immobilisés. Pour la restitution, donc il y a des horaires de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, et sur rendez-vous de 17h à 18h les samedis, dimanches et même les jours fériés. Donc sur ces bases, il est proposé au conseil d'approuver le rapport si annexé et de déclarer l'offre du candidat de la SARL Dremont régulière et appropriée et de retenir donc cette offre pour cette nouvelle convention. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 9e délibération. Commission consultative des services publics locaux. Désignation des membres. Monsieur Coyer. Oui, donc le conseil municipal est tenu de désigner ses nouveaux représentants au sein de la commission consultative des services publics locaux. La CCSPL doit être consultée en effet avant toute délibération tendant à déléguer un service public ou instituer une régie dotée d'une autonomie financière. L'inobservation de cette disposition pouvant entraîner l'annulation de la procédure. En dehors de toute création d'une CCSPL spécifique, la présente CCSPL aura donc vocation à intervenir dans le cadre de tout service public de la ville d'Anzin futur. La CCSPL examine donc chaque année sur le rapport du président le rapport mentionné à l'article L 1411-3 du CGCT et un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. Elle est présidée par le président de l'Assemblée délibérante ou son représentant est composé de membres du conseil municipal désignés et de représentants d'associations locales. Il est donc proposé de fixer le nombre de membres de cette CCSPL comme suit. Donc 2 membres permanents élus parmi les conseillers municipaux, 2 membres non permanents élus parmi les conseillers municipaux et 1 membre non permanent représentant les associations des usagers concernés. Il est donc nécessaire de procéder à leur désignation et donc la CCSPL sera consultée pour la gestion de tout service public de la ville d'Anzin. Donc il est procédé à la désignation des membres de la CCSPL. Donc pour les élus permanents, nous proposons donc M. Jean-Roger Berrier, M. Aldo Tettini. Pour les élus non permanents, Mme Delbov-Nicole et Mme Bavkov-Francine. En tant que membre non permanent représentant les associations des usagers concernés, M. Philippe Fuge, président de l'UCA, l'Union des commerces anzinois, qui était déjà d'ailleurs le représentant lors de la précédente CCSPL. Il vous est donc demandé de valider la désignation de ces membres. Y a-t-il une intervention? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Délibérations 10 et 11 seront présentés par M. Coyer. On fera
un vote pour les deux délibérations parce que ça concerne le même sujet, c'est la CDSP, la Commission de délégation de services publics, condition des dépôts de liste des représentants de la ville, et ensuite c'est l'élection des membres. Donc c'est sur cette liste où il y a donc eu un accord où il y aura 5 titulaires, 5 suppléants, 4 pour la liste unie pour réussir, 1 pour la liste oui, je veux changer ma ville. Je laisse la présentation par M. Coyer et je vous listerai ensuite donc les personnes qui vous seront proposées pour le vote. Vu l'élection du maire et de ses adjoints en date du 25 mai 2020, le conseil municipal est donc tenu d'élire ses nouveaux représentants au sein de la commission des délégations de services publics, CDSP. Et donc, je rappelle que tout projet d'avenant à une convention de délégation de services publics entraîne une augmentation du montant global supérieur à 5%, est également soumis à l'avis de la CDSP en application de l'article L. 1411-6 du CGCT. Cette CDSP est composée dans les communes de 3500 habitants et plus, selon les dispositions de l'article, de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou de son représentant, président, et de 5 membres élus au sein de l'Assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est donc procédé à l'élection des suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Afin de procéder à la constitution de la commission, il revient donc conformément à l'article du CGCT à l'Assemblée ici délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes, ce que M. le maire vous venez de dire, puis d'élire ses membres conformément aux modalités de vote définies aux articles également donc du CGCT. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal donc de décider que les listes seront déposées au début de la présente séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la commission dite de délégation de services publics. De décider que les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales. Et de décider que les listes devront indiquer les noms, prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants. Voilà. Ils ont demandé de bien vouloir valider ces prises de décision. Alors on enchaîne avec la 11e délibération. Je vous propose, donc je vais vous donner la liste, puisqu'il y a eu un accord sur une liste commune qui permettra de faire un vote à main levée. Donc les membres titulaires, donc Monsieur Berrier Jean-Roger, Monsieur Benguenou Amar, Monsieur Tétini Aldo, Madame Delbov Nicole, Madame Malo Peggy. Pour les membres suppléants, Monsieur Beljouri Ali, Monsieur Hénin Daniel, Madame Asselin Isabelle, Madame Gondi Elisabeth, Monsieur Ferring Nicolas. Il est donc proposé de faire un vote à main levée. Qui est contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est la fixation des taux d'imposition. Monsieur Coyer. Oui, donc cette délibération fera plaisir à tout le monde, je pense. Donc, maintien des taux d'imposition pour 2020, sur le foncier bâti 26,69% et sur le foncier non bâti 102,10%. Je rappelle que la taxe d'habitation, on n'en parle plus, puisqu'elle est appelée à disparaître d'ici 2023. Voilà, et donc, malgré cette stabilité, il faut savoir que du fait que vous avez un tableau, je pense, qu'on va vous communiquer. Du fait qu'il n'y a plus le SIARB au niveau des fonciers, les propriétaires d'engins vont quand même voir une baisse de leur impôt foncier. Voilà, donc avant avec le SIARB on était à un taux de 51,26 sur une base de 1557, ça te faisait un impôt moyen de 798 €. Et comme il n'y a plus le SIARB, donc on sera environ à 10% de moins, soit 716 € au niveau de la taxe foncière. Donc une bonne nouvelle je pense pour 2020. Merci Monsieur Coyer. J'avais déjà évoqué ce sujet où il y a quelques communes qui sont dans le même cas que nous, qui eux ont décidé de réaugmenter leur taux d'imposition pour compenser cette baisse, puisqu'il y avait une participation de la ville d'environ un peu plus de 505 000 € par an. Et donc il y a une compensation qui est faite en partie par l'agglo, mais toutes les agglos n'ont pas décidé de faire la même chose, et c'est pour ça qu'il y a certaines communes qui vont augmenter leur taux pour ne pas être impactées financièrement sur ces décisions de prise de compétences différentes au niveau de l'assainissement. Donc nous, il a été décidé de maintenir les mêmes taux d'imposition, donc ce qui fera que pour ceux, les 7% qui payent encore la taxe d'habitation
ils auront 10% en moins sur leur taxe d'habitation. Et pour tous ceux qui payent donc la taxe foncière, il y aura également 10% en moins pour la totalité des habitants qui payent ces taxes. Ce qui sera donc une baisse qui sera assez significative et qui permettra de redonner du pouvoir d'achat à nos habitants. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 13e délibération, c'est une demande de subvention à l'Agence nationale du sport pour le projet de création d'une salle de fitness musculation sur le complexe Michel Bernard. Monsieur Coyer. Donc ce complexe sportif Michel Bernard regroupe sur son site plusieurs structures pouvant recevoir à la fois des associations et des établissements scolaires. Cette cohabitation d'utilisateurs issus de structures est complétée par de nombreux utilisateurs individuels qui peuvent aussi avoir accès aux sentiers dessinés tout autour du site. Afin d'ajouter à la dimension donc sportive une dimension d'intégration citoyenne pour en faire un lieu multifonction et un outil territorial fort de cohésion sociale, la ville d'Anzin souhaite apporter un équipement actuellement inexistant sur la commune par la création d'une salle de fitness et de musculation qui viendra donc compléter l'offre déjà présente sur le site. Cet espace vise à accueillir l'ensemble des clubs déjà présents sur le site, ainsi que les élèves du secondaire, du collège et du lycée de la ville. Il est aussi destiné donc à l'initiation du public féminin, aux associations d'insertion, aux services d'utilité publique, tout en offrant également l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc le financement peut également donc bénéficier du concours de l'Agence nationale du sport. C'est pourquoi donc nous vous présentons ici une demande donc à ce titre de l'ordre de 20% des travaux escomptés qui s'élèvent à 282 953 €. Et donc la ville sollicite une subvention à hauteur de 56 590 €. Et donc d'autoriser Monsieur le maire à solliciter cette subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Merci. Pas de questions? Si, Monsieur Fering. Merci Monsieur le maire. Moi, je me réjouis de cette délibération parce que c'était un projet que nous portions également pendant les élections. Donc c'est très bien que cela se fasse, et notamment pour les associations sportives qui vont pouvoir, à égalité, avoir accès à une salle de musculation pour les entraînements spécifiques, les blessures, les reprises en douceur, et tout le monde s'en félicitera. Merci. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 14e délibération concerne aussi le recherche de subvention, mais dans le cadre cette fois-ci de la DPV, dotation politique de la ville 2020. Monsieur Coyer. Au titre de 2020, donc 177 communes de la métropole et 17 communes d'outre-mer défavorisées sont éligibles à la DPV. La ville d'Anzin en fait partie sur les 22 communes du département nord éligibles. Les critères d'éligibilité des communes à la DPV n'évoluent pas par rapport à 2019 et par conséquent doivent réunir donc 3 conditions suivantes. Avoir été éligible à la DSU au moins une fois au cours des 3 dernières années, présenter une proportion de population située en quartier prioritaire de la politique de la ville ou zone franche urbaine supérieure ou égale à 19% de la population INSEE de la commune. Et troisième critère, faire partie du périmètre d'intervention de l'ANRU au titre du PNRU. Les dispositions générales étant reconduites pour 2020, l'utilisation de ces crédits doit donc s'inscrire dans la programmation des contrats de ville. À ce titre, donc, la ville souhaite présenter différents projets au titre de la DPV. Installation de bureaux de la cohésion sociale pour un montant donc de 110 754 €. Ensuite, isolation de l'hôtel de ville pour un montant de 336 831 €. Création d'une micro-cantine à l'école maternelle du Mont d'Anzin. Donc, création d'un réfectoire pour une 50aine d'enfants et de locaux dédiés à la restauration scolaire pour un montant total de 203 000 €. Remise aux normes des vestiaires du stade Gillard et du Club House pour un montant total de 299 941 €. Création, nous l'avons dit, donc, dans le cadre de l'Agence nationale du sport, d'une salle de fitness et de musculation. Et là, au titre de la DPV, la ville souhaite également bénéficier d'une subvention. Les dépenses s'élèvent donc à 262 753 €. Au total, donc, sur ces différents projets, on a pour 1 012 000 € hors taxes. Et nous en avons pour un peu plus de 728 000 € de demande de subvention pour la DPV. Y a-t-il des questions sur ce dossier DPV? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 15e délibération, c'est la présentation du budget. Je rappelle,
sur le premier déroulé que vous avez reçu, il n'y avait que 15 délibérations. Vous avez eu un complément de délibération qui sera donc la 16e, qui correspond à la délibération sur les indemnités de fonction. L'annexe n'avait pas été donnée et on a une obligation d'avoir une annexe dans le cadre de cette délibération, donc je vous la passerai après la présentation du budget primitif 2020. Monsieur Coyer. Merci. Le projet du BP 2020 s'élève à 24 034 198 €, toutes sections confondues, contre 27 248 415 € en 2019. La section de fonctionnement s'élève quant à elle à 18 845 868 €, contre 18 838 896 € en 2019. La section d'investissement s'élève à 5 188 330 €, contre 8 409 519. Alors en préambule, on va voir un peu les ratios qu'on a dans le BP. Il s'agit de comparaison entre les ratios de la ville et ceux des moyennes de strates équivalentes. Les dernières données ont été publiées sont celles du BP 2019. Principaux enseignements, donc la ville est légèrement au-dessus de la moyenne des communes pour les dépenses sur population, le ratio 1. Il est à noter une baisse de la population qui a une incidence donc sur ce ratio. Le ratio recettes sur population est supérieur à celui des collectivités de même strate. Ce ratio est en hausse continue depuis 2007. En conséquence, la ville dégage donc une épargne brute prévisionnelle presque identique à la moyenne nationale, le ratio 3 moins le ratio 1, soit 195 € par habitant contre 198 € pour la moyenne nationale. La dette par habitant au 1er janvier est encore bien inférieure à la moyenne nationale, 684 € contre 886 par habitant pour les communes de la même strate. La part des dépenses de personnel sur dépenses réelles est quasiment équivalente à celle du BP 2019, 65% contre 64% en 2019. Ce ratio est supérieur à la moyenne, certes, des collectivités de strate. Il témoigne simplement de la volonté municipale de gérer en direct un certain nombre de services aux usagers, comme celui par exemple de la restauration collective. Le projet, donc, comme je viens de vous l'indiquer, s'établit à 24 034 198 €. Et donc, on va voir différents slides maintenant. Voilà. Donc, au niveau des dépenses en section de fonctionnement dans les charges à caractère général, donc ça fait suite au ROB que nous avons vu l'autre jour. Donc les charges à caractère général, le chapitre 11, il est en progression d'un peu plus de 10% pour s'établir à 3 610 288 €. Les charges de personnel, donc le chapitre 12 est également en hausse, 10 457 000. L'atténuation de produits, donc là on baisse parce qu'il n'y a plus le SIARB, donc 50 000 €. Autre charge de gestion courante, chapitre 65, 1 798 880 €. Les charges financières, un petit peu en baisse, 148 000. Les charges exceptionnelles, 23 000. Ce qui nous fait un total donc, de fonctionnement au niveau des dépenses de 16 87 168. 3,71% d'augmentation. Les recettes, donc atténuation de charges, donc 195 000, ça baisse. Les produits des services et du domaine également à la baisse compte tenu des circonstances avec le Covid, s'établira à 261 064 €. Les impôts et taxes baisseraient également pour s'établir à 6 964 577 €, en baisse de 4,33%. Les dotations et participations, par contre, elles progressent, donc pour s'établir à 11 54 269 €. Les autres produits de gestion courante, donc une petite augmentation pour s'établir à 262 458 €. Produits exceptionnels, 8 500 €, ce qui nous fait un total donc, de recettes de 18 745 868 €. Dans le détail, donc, ce qu'on peut dire au niveau de ces dépenses de fonctionnement, donc le chapitre 11 sont en augmentation pour 2020 de 10,93%, mais par rapport au ROB, ces dépenses ont été revues à la baisse suite au Covid. Voilà. Il y a un ajustement à la baisse des dépenses de services du fait de l'annulation de certaines manifestations, notamment le carnaval. Baisse du budget également au niveau alimentaire du fait du gros ralentissement de la restauration scolaire pendant la période. Et baisse des dépenses de petits équipements relatifs à la maintenance habituelle de nos équipements. Le budget du chapitre 012 est réajusté lui aussi à la baisse du fait de la période du Covid également. Les chapitres 14 et 65 ont été réajustés à la hausse afin de pouvoir assurer le règlement du dégrèvement de la taxe d'habitation et les charges relatives aux services mutualisés. Les recettes des chapitres 70 et 75 ont été revues à la baisse aussi du fait du Covid. Les produits des services et les revenus d'immeubles ont ainsi été baissés alors que nous avons matérialisé une recette complémentaire en FCTVA de fonctionnement. Vous avez après des tableaux avec différentes dépenses du chapitre 11. C'est repris dans le BP, ce que vous avez eu. Les recettes, donc ensuite, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que
Donc, produit des services, donc 261 064, je l'ai dit. Les impôts et taxes, 6 964 577. Les dotations et participations, donc 11 54 269. Autres produits de gestion courante, 262 458. On les retrouve là. Tout ceci donc nous amène à la section de fonctionnement, donc à l'autofinancement brut, c'est-à-dire donc les recettes moins les dépenses. C'est l'épargne constituée par la ville pour de nouveaux projets. Donc elle s'établit donc à 2 658 700 euros. Au BP 2019, nous étions à 3 227 509 euros. Donc il y a une petite baisse, mais le contexte du Covid pèse beaucoup sur ce budget. Néanmoins, on peut voir que cet autofinancement brut est toujours dans la moyenne depuis 2008. Voilà, vous avez les différents montants recensés. Donc c'est moins que 2019, mais c'est plus que 2018 et 2017. On est dans la moyenne. Après le fonctionnement, voyons donc l'investissement prévu. Donc au niveau des dépenses, on table sur 4 938 330. Notamment des dépenses d'équipement pour 3 877 630 euros. Donc il faut savoir que comme le budget est fait ici en juin, effectivement il ne nous reste plus que 6 mois de l'année. Donc il ne peut pas y avoir de choses faites plus rapidement que cela. Et au niveau des recettes pour équilibrer ces dépenses d'investissement, donc elles s'établissent à 2 279 630. Ensuite, il y a les produits de cession de 238 300 euros, les dotations et fonds divers et réserves 928 172, les subventions d'investissement 1 113 158. Et donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de recours à l'emprunt en 2020, donc la ville va se désendetter, sachant que le capital des remboursements s'élève à 750 000 euros, donc c'est 750 000 euros de moins en capital. Ici, vous avez donc un focus sur le budget primitif, donc au niveau des cités éducatives pour 2020. Je rappelle donc que c'est chef de file, c'est Anzin. Le budget total, c'est 586 496, mais une grosse partie sera reversée à la ville de Valenciennes, 50% il me semble. Dans le budget primitif en images, on voit aussi le plan de soutien au commerce qui a été mis en place. 150 000 euros d'efforts budgétaires suite au Covid, notamment donc gratuité de l'occupation du domaine public jusqu'à fin d'année, gratuité de l'accès au marché pour les commerçants, subvention exceptionnelle à l'UCA et achat auprès des commerçants anzinois toute l'année comme d'habitude. Parmi les autres investissements, on peut voir donc l'école J.R. Vorter pour 70 000 euros, c'est des dépenses d'études pour des subventions futures. Le bureau de la cohésion sociale, 110 000 euros tout à l'heure que je vous ai soumis pour la subvention de la politique de la ville, DPV. Les réhabilitations de l'école maternelle Jean Jaurès, deuxième tranche, pour 1 585 000 euros. Le rond-point fabrique est en cours donc d'aménagement pour 268 000 euros. Vous avez aussi le graphique que vous voyez. Et ensuite, donc, acquisition et travaux fonciers pour 443 915 euros. Donc, notamment, donc, règlement des travaux relatifs à l'îlot d'Aubresse pour 158 215 euros. Et l'acquisition à l'EPF du terrain du cœur de ville. Donc, c'est un deuxième ou un troisième tiers, je crois, de 285 700 euros. Parmi les autres investissements, vous avez le camembert, voilà. Donc, des travaux en bleu foncé pour 357 180. La Cité du Mont-de-la-Veine, un petit reliquat de travaux pour 200 000 euros. L'accessibilité des PMR au niveau de la ville pour 150 000 euros. Le renouvellement de l'informatique et des logiciels, parce que ça coûte assez cher, pour 131 900 euros. La sécurité pour 92 310. Des achats de véhicules pour 88 500, sachant que la ville prioritarise des véhicules écologiques, donc électriques. Outillage et équipement pour les services, 82 770. Consignation foncière, 73 900. Budget participatif tous les ans, donc il est renouvelé à hauteur de 50 000 euros. Voilà. Et équipement en service au public, 54 220 euros. Et aménagement urbain, 32 525 euros. Et donc l'endettement final, c'est la capacité à se désendetter. Donc nous avons 3,13 années pour nous désendetter par rapport à ce que nous avons eu comme économie. Voilà, ce qui est un excellent ratio. Il était de 7 millions, donc la dette est de passer à 9 317 385 ici en 2020. Elle était à 7 564 713 en 2019. Néanmoins, donc la capacité de désendettement de un peu plus de 3 ans reste exceptionnelle. J'en ai fini, monsieur le maire.
Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Fering. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de revenir sur le BP, enfin la situation purement locale, j'aimerais porter à votre attention une étude dont j'ai pu prendre connaissance, qui est une étude de partenaires finances locales, qui est basée sur essentiellement les recettes réelles de fonctionnement des communes, enfin de toutes les communes de France, par rapport à la situation du Covid. Cette étude, elle est basée sur... Enfin, les données qui ont été utilisées, c'est la DGFiP, le compte de gestion 2018, et les budgets principaux de ces communes-là. La RRF, elles sont calculées sur le périmètre suivant, c'est-à-dire le produit des services, les impôts et taxes, les dotations et participations, les chapitres 75-76, et tout ça diminué des reversements de fiscalité, chapitre 739, et bien sûr hors recettes exceptionnelles, chapitre 77. Ce qu'on peut remarquer à travers cette étude, c'est que, oui, bon, on le sait, les habitants de la commune ont souffert et malheureusement vont, j'imagine, encore souffrir, et c'est regrettable. Mais la commune, elle, finalement, par rapport aux villes de même strate, a moins souffert. C'est-à-dire qu'on remarque, par rapport aux données qui ont été utilisées, que les revenus, les recettes réelles de fonctionnement dans un calculé bien évidemment sur le compte de gestion 2018, s'élève à 18 56 104 euros. Les recettes qui sont affectées sont de 170 323 euros. Et les pertes estimées, qui sont estimées par un cabinet, c'est pas moi qui les ai calculées, sont de 142 581 euros, ce qui représente en perte par rapport au RRF une perte de 0,7%, ce qui est bien en dessous. On est vraiment à moins de 1%. Si je prends un exemple, dans le Nord, il y a 72 communes qui sont dans le 10e décile, c'est-à-dire le pourcentage le plus haut de pertes. C'est souvent des communes grandes et des communes qui ont une attractivité particulière. C'est là où le bas blesse. C'est qu'on se rend compte aussi que les villes qui sont le plus touchées, on peut dire heureusement ou malheureusement par rapport à notre situation, sont souvent des villes qui sont beaucoup plus attractives que nous. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On peut le calculer par rapport à la perte sur la DMTO, sur les communes comme Saint-Amand par exemple, qui ont un casino et qui vont avoir de lourdes pertes parce que bien évidemment pendant le Covid, tous ces commerces très attractifs, très touristiques n'ont pas fonctionné. Et c'est un peu ce que je voulais dire. Effectivement, oui, on le voit aussi à travers cette étude, il y a une baisse des recettes. Heureusement que les dotations, elles, ont augmenté. Et pour revenir donc sur la situation purement ansinoise, j'ai eu tout le plaisir de dire lors du dernier conseil toute la reconnaissance que j'avais pour les services qui ont préparé ce budget et qu'on avait mené ensemble avec mes collègues une réflexion sur notre comportement lors du vote de ce budget primitif, puisque ça ne sera pas forcément le cas dans les années qui viendront, parce que j'espère qu'on ne sera pas face à une crise identique lors des prochaines années. Mais on le voit, pas d'augmentation d'impôts, une aide significative au commerce, et même si on aimerait beaucoup plus importante, elle est déjà significative. Il faudra avoir une vigilance sur les années prochaines. Un autofinancement brut qui est toujours élevé, même s'il est en baisse, il est toujours plus qu'acceptable. Et cette année, pas de recours à l'emprunt, ce qui signifie donc une baisse du désendettement. De notre côté, on ne va pas employer le mot d'unité, ça serait peut-être un peu trop fort, mais une forme d'harmonie face à cette crise lors du vote du budget, et notamment parce que je pense que personne ne comprendrait qu'une équipe d'opposition fût-elle refuse d'aider les commerçants ou refuse d'aider les habitants. Ça serait complètement ridicule et de toute façon, ça n'aurait pas de sens. Donc on a décidé de voter ce budget parce que je pense que lorsqu'on vit des crises comme ça, je pense qu'une forme d'harmonie est quand même la bienvenue. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fering. Sur le budget, c'est vrai que ce budget est très particulier. Vous l'avez rappelé, il y a donc cette crise sanitaire qui rend les prévisions difficiles. C'est une analyse. Comme toute analyse, c'est une fois qu'on aura fait l'addition ou la soustraction qu'on se rendra vraiment compte où on en est. On a demandé aux services, bien évidemment, de nous projeter sur ces éléments-là.
Et puis c'est aussi un exercice particulier puisque bon, c'est une nouvelle mandature avec donc une nouvelle équipe et des nouveaux projets qui ont été aussi proposés et intégrés dans le cadre de ce premier budget pour toute l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui. Rappelez qu'on est quand même si par rapport aux années précédentes, on a baissé surtout par rapport à l'année dernière, au niveau investissement, on reste à un peu plus de 4 millions d'euros. Donc on reste dans l'épure de notre programme où on avait évoqué 25 millions d'euros d'investissement sur le mandat. On reste sur un engagement fort au niveau de nos jeunes. C'est vrai que je pense qu'il faut absolument continuer à se battre pour pouvoir réhabiliter toutes nos écoles qui en ont fortement besoin, pour améliorer une prise en charge par nos enseignants et puis pour aussi améliorer l'attractivité, faire que les enfants se sentent encore mieux que ce qu'ils ne le sont dans les vieux bâtiments. Donc il y a vraiment un gros effort qui est proposé là-dessus. Un début de financement pour la future école J.R. Voltaire, école du centre, puisqu'il y aura une reconstruction sur le site du collège Jules Ferry, avec un budget très conséquent, plus de 4 millions d'euros de prévus, puisqu'il y aura une cantine sur place, et des aménagements pour favoriser l'accessibilité sur ce site-là. Ensuite, on le voit pas trop apparaître, mais au niveau de la vidéoprotection, puisque dans le budget informatique, il y a une partie du budget informatique qui va servir pour la vidéoprotection dans le cadre du centre de supervision urbain, puisqu'on va augmenter le nombre de caméras, il nous faut améliorer aussi la qualité informatique et le nombre d'informations qui arrivent sur ce centre. Donc on sera pas loin des 150 000 euros d'investissement au niveau de la sécurité. Et puis rappeler la cité éducative où il y a un engagement fort qui a été pris par les services de l'État. On porte financièrement, puisque c'est comme ça qui a été décidé avec la ville de Valenciennes, même si le collège référent est le collège qui est sur Chasse-Royale. Les commerçants, vous l'avez évoqué, en pouvant annoncer que de toute façon, la subvention pour le nom du partenaire, la subvention exceptionnelle pour l'Union du commerce qui avait été évoquée de l'ordre de 10 000 euros sera abondée, puisqu'on augmentera de 50% cette subvention. On va passer à 15 000 euros pour arriver à avoir vraiment une action forte, qui est en cours de discussion, mais qui aura lieu donc très probablement après avis des commerçants entre le 15 octobre et la fin novembre. Et puis évoquer aussi, ça n'arrive pas tous les jours, que avec la compétence assainissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un retour financier important, puisque le SIARB, les recettes fiscales du SIARB en 2019, c'était 900 000 euros. Donc ça veut donc dire qu'il y a quand même une redistribution importante qui va être effectuée pour nos habitants. Je pense que j'ai fait à peu près le volet. Redire que, vous l'avez évoqué, hein, l'autofinancement baisse, mais quand on est à 2,6 millions d'euros, je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient être comme nous alors qu'on est en baisse. Quand on remarque par rapport à 2014, souvent les années où il y a des changements, des années d'élection, il y a un autofinancement qui baisse un peu. En 2014, on était à 1,6 million. Et en 2008, alors qu'on avait augmenté les impôts, on n'avait que 1 million d'euros. Je rappelle que 2007-2008 avait été quand même compliqué avec une capacité d'autofinancement qui était quasiment nulle lorsque nous étions arrivés au niveau de la ville. Donc c'est des taux d'imposition qui sont inchangés depuis 10 ans maintenant, et on peut dire que donc c'est un travail qui a été fait dans des conditions difficiles avec nos services, puisqu'il y avait le confinement. Donc je tenais aussi à remercier tous les services qui ont travaillé dans des conditions compliquées, mais avec des objectifs qui ont été atteints. Donc je les remercie bien évidemment pour leur investissement. Et on peut, je pense que tout le monde s'accorde à dire que sur les bases, nos bases financières sont plus que bonnes. On a donc des bases solides pour mener à bien le projet pour lequel nous avons été élus. Pour information, il y a un contrôle qui débute de la Cour des comptes. On n'a pas encore fini la totalité du confinement puisqu'on a encore pas mal de télétravail. Donc il y a un travail accru aussi pour nos services financiers, parce que la charge de travail, déjà là, il y a des conseils qui s'enchaînent tous les 15 jours. Le budget, le compte administratif, mais en plus, il y a le contrôle de la Cour des comptes de 2014 à 2020 qui débute. Et donc, je tenais à le signaler pour que vous soyez au courant que s'il y a certaines demandes, il peut peut-être y avoir un peu de retard parce qu'il y a vraiment une grosse surcharge de travail au niveau de notre service qui, normalement, est suffisamment nombreux pour gérer le travail quotidien. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un travail quotidien. Donc voilà.
pense qu'on peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Et donc la 16e délibération, je ne vais pas représenter la totalité de la délibération puisque c'est exactement la même délibération et c'était également la 16e lors du précédent conseil. Les taux sont les mêmes, bien évidemment, 65% pour indemnité du maire, taux maximal autorisé, indemnité des adjoints ayant reçu délégation, 27,5% x 9. Total de l'enveloppe globale autorisée, 312,5 pour maire et adjoint. Je vous rappelle donc qu'il est demandé au conseil de fixer l'indemnité du maire à 65%, comme je l'ai dit. Les indemnités des adjoints, 19,25%. Ensuite, enveloppe indemnitaire globale autorisée n'étant pas atteinte. Il y a les indemnités aux conseillers municipaux qui ont une délégation à hauteur de 8,25. Majoration possible en tant que chef-lieu de canton, 15%. Majoration possible du fait qu'on reçoit de la DSU, hors conseillers municipaux délégués, pour ces deux majorations. On reste sur la même délibération, mais cette fois-ci, vous avez la petite pièce annexe qui résume exactement ce que l'on vous avait dit, mais elle n'était pas jointe et il nous la faut absolument pour le contrôle de légalité. Y a-t-il une réintervention? Merci, celle-ci avait déjà eu lieu au précédent conseil. Ben voilà, ça a été rapide. Et une unanimité pour la totalité des délibérations. C'est pas fréquent, donc je tenais aussi à le signaler et à remercier donc la totalité des personnes ici présentes et des élus. Rappelez qu'il faut signer la fiche de présence et qu'il ne faut pas oublier de signer les documents administratifs et notamment... Donc voilà, à l'entrée du conseil, vous avez donc les budgets. Il faut absolument signer tous les documents avant de partir, chacun votre tour, en respectant la distanciation physique comme il doit en être de rigueur, et pas faire comme pour la fête de la musique d'hier. Voilà. Bonne semaine, on se retrouve dans 15 jours, puisque le 6 juillet, c'est le compte administratif avec quelques délibérations complémentaires, et notamment la subvention pour l'UCA. Merci.